Anani, cité à Kissi Delta, quartier situé sur l'axe Port-Boué-Grand Bassam. Difficile pour Liliane de contenir ses larmes. Pas combien de millions même. 100 mètres, 50 mètres, 20 mètres, tous les jours en nouvelle. Leur maison, fruit de plusieurs années de travail, emportée par des bulldozers. Moi j'étais en formation à l'hôpital général de Port-Boué. Bon, on était là-bas, on nous a appelé pour dire qu'ils sont en train de casser les maisons à Kissi Delta ici. Tous les crédits on a pris pour venir construire une maison, pour avoir un jour chez nous, pour venir rester là. Voilà, tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui là, vers qui nous allons nous tourner? Vers qui? Donc casser la maison, on n'a plus d'argent même pour dire, même d'abord pour rembourser, même d'abord les crédits que nous avons pris. Et tous nos espoirs sont tombés à l'eau. Sur les gravats de sa maison, à la recherche d'un hypothétique bien, Jean Roch, journaliste dans un quotidien de la place, a tout perdu. Sa maison acquise en 2009 en qualité de meilleur journaliste du pays est aujourd'hui complètement détruite. C'est sur ce site qu'on m'a remis officiellement les clés de la maison en 2011 et j'ai réhabilité jusqu'en 2015 et depuis 2015 je vis ici avec ma petite famille. Et vous voyez les effets qui sont là. Ce matin, c'est tout ce qu'on a pu sortir de la maison. La famille est là, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir cette nuit et les autres nuits. Ce que j'ai mis dans cette maison qui est aujourd'hui en ruine, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas. Toutes mes économies sont rentrées dedans. Et aujourd'hui, voilà, la famille est là, nous sommes à la rue. On ne sait pas vers qui maintenant il faut se tourner. Tristesse, amertume, les habitants de cette cité située à quelques encablures de l'autoroute menant à Grand Bassam ont du mal à contenir leur colère. On ne s'est pas levé comme ça, venir payer terrain et puis chacun construit. Non. Nous-mêmes, c'est une insurmontable, nous proposons au travail, à la direction. On a levé notre argent, on a pris 10 millions, on a payé. On ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils cassent. Il y a les maisons, on dit que c'est les vieux quartiers, on doit casser. Mais ça, c'est un nouveau quartier. On ne peut pas mettre l'argent dans les terrains et puis on construit, on joue au lendemain et puis on vient, on casse. Les pauvres doivent plus vivre dans ces pays, on vient quoi? On va partir où? Avec combien de familles comme ça, on va où? On nous a conseillé de prendre un avocat, on s'est constitué en groupe. On a pris un avocat qui a fait suit son cours. Il n'y a pas encore de décision finale notifiée et à notre grande surprise on vient casser sans dédommagement, mais c'est un peu difficile. Depuis 2014, les abords de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam sur une largeur de 100 mètres sont déclarés d'utilité publique. Un décret pris en Conseil des ministres selon le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce sont au total une cinquantaine de maisons qui ont été démolies par les équipes du dit ministère, mettant ainsi plusieurs familles à la rue. Le rapport 2019-2020 du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASSEC, long de 400 pages, est connu depuis quelques jours. Selon certaines interprétations, la Côte d'Ivoire occupe l'avant-dernière place dans le classement des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Une nouvelle qui fait réagir le PASSEC national. Selon son responsable, le rapport PASSEC présenté à la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie Confémen ne mentionne pas de classement. Contrairement à ce qui est dit, le rapport international PASSEC ne fait pas mention de classement. C'est la façon d'exploiter le document qui est tendancieux, il faut le dire, parce que quand on regarde la moyenne, quand on regarde les scores que nous obtenons, on ne peut pas tenir le discours continu. Dans cette étude, 2 dimensions ont été évaluées, la performance des élèves et le niveau des enseignants. Si on prend la performance des élèves, 2 niveaux ont été évalués en début de scolarité, la 2e année, c'est-à-dire le CP2 ici, et en fin de scolarité. La Côte d'Ivoire est à sa 3e participation au PASSEC depuis 2009. Désiré Kofi assure que le pays a plutôt évolué ces dernières années. En 2009, notre score était de 330 en lecture. En 2014, nous avons fait quelques progrès, mais nous étions encore en deçà de la moyenne, 480 en lecture. Et en 2019, nous sommes à 520. En mathématiques, nous sommes passés de
30% en 2014 à 70% en 2019. Donc, c'est un progrès substantiel qui est de 500 sur 1000. Et la Côte d'Ivoire a obtenu 505. On peut le vérifier dans le rapport PASSEC. Pour ce qui est du niveau des enseignants, l'évaluation a montré que l'échantillon des enseignants que nous avons évalué a un très bon niveau. Et je crois qu'il est important de le souligner, de le mentionner, parce que nous avons progressé. Des explications soutenues par le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je me réjouis d'abord de l'intérêt que les uns et les autres accordent à notre système. Il se trouve que dans la sous-région, dans l'espace francophone de PASSEC, la Côte d'Ivoire est le pays qui investit le plus en matière d'éducation. C'est le pays où on assiste à un recrutement massif d'enseignants. C'est le pays où on a le plus gros niveau d'investissement en termes de construction, en termes d'équipement de nos écoles. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est que le ministère fait sa part. Mais là où nous pêchons, c'est que le suivi des élèves, l'accompagnement nécessaire des parents, ma foi, souvent laisse à désirer. Il faut absolument que les parents veillent à l'encadrement, au suivi du travail de leurs enfants à la maison. Créé en 1991, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemène PASSEC vise à informer sur l'évolution des performances des systèmes éducatifs afin d'aider à l'élaboration et au suivi des politiques éducatives. En 2 décennies, il a mené 35 évaluations nationales dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. La cybercriminalité et ses inconvénients sur la société avec en fond de toile les peines prévues par la loi à l'encontre de ses adeptes ont été les sujets abordés par le conférencier magistrat au tribunal de première instance de Mans. Les biens acquis par les cybercriminels couramment appelés brouteurs ne profitent jamais, a fait savoir le conférencier, qui n'a pas manqué de souligner que le phénomène met à mal l'éducation de la jeunesse. Les jeunes qui s'adonnent à cette pratique sont la proie d'esprits maléfiques pour bon nombre d'entre eux. Certains signent des pactes diaboliques qu'ils appellent zamou dans leur jargon. Résultat, certains deviennent fous quand d'autres sont épinglés par la justice, assortis d'emprisonnement et de confiscation totale de leur avoir. C'est à tout le monde la faute. Aujourd'hui, on voit des chefs de famille qui vont voir leur petite fille qui a un téléphone de 1 200 000, on ne dit rien. Des jeunes qui ont des voitures d'une valeur de 200 millions qui se pavandent sur les réseaux sociaux dans les rues et ils sont bien accueillis dans leur famille et personne n'est gêné. Donc on ne peut pas jeter la pierre à qui que ce soit, on doit faire des sensibilisations. Cette cérémonie est l'occasion de présenter le recueil de nouvelles intitulé Samira Fess en or. L'œuvre met à nu les dangers liés à la cybercriminalité. Elle se sert de ses atouts naturels de femme pour narquer les gens sur Internet jusqu'au jour où elle est tombée sur un arabe qui lui a donné du fil à retordre. Donc c'est l'histoire des cybercriminels au destin parfois différent et tragique que j'évoque dans ce livre, juste pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la cybercriminalité. La présentation de cette œuvre n'a pas laissé indifférents les élèves présents à cette double cérémonie. Nous avons retenu beaucoup de choses. Le conférencier nous a beaucoup convaincus. La cybercriminalité, ce n'est pas une bonne chose pour nous les jeunes. Nous ne devons pas suivre la voie de la facilité, mais nous devrons travailler avec notre propre effort pour pouvoir réussir dans la vie. D'autres rencontres de ce genre sont prévues dans d'autres établissements scolaires des 31 régions que compte le pays. Suite à une opération militaire d'envergure lancée fin janvier, l'armée sénégalaise annonce avoir repris plusieurs bases à la rébellion armée en Casamance, dont celle de Badiom, située à la frontière de la Guinée-Bissau. Des officiers de l'armée sénégalaise et la presse ont visité de cantonnements, des abris de tôles et des bois disséminés sous les grands arbres dans la forêt de Blaze et abritant des sortes de bunkers. Aux environs de ces bases étaient ponctuées des surfaces calcinées, des traces des combats. Ces bases
relativement intacte, appartenait au mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, qui mène depuis 1982 une rébellion indépendantiste armée. Elles ont été capturées après des tirs d'artillerie précédant l'assaut donné par les forces terrestres soutenues par des avions et des hélicoptères. Pour l'heure, l'armée sénégalaise n'a fourni aucune indication sur les pertes de part et d'autre et aucune évaluation du bilan humain n'est disponible. Les tractations de paix, rendues ardues par les divisions internes du MFDC, avaient été relancées après l'arrivée au pouvoir en 2012 du président Macky Sall.